Alors bonjour à tous, comme ça a été présenté, je vais vous présenter Kubeflow qui est du TensorFlow sur Kubernetes. Je me présente rapidement, donc moi je suis Cloud Solution Architect chez Sogeti et j'accompagne nos clients sur migrer dans le cloud, mais plutôt de la manière applicative et pas de la manière infrastructure. J'ai un handle qui est @laurentgrandjean, vous pouvez me retrouver sur Twitter, GitHub, Instagram, Snapchat, Facebook, ce que vous voulez. Et voilà, je suis CSA et je ne connais pas du tout ce que c'est le machine learning. En tout cas, j'essaie de m'y intéresser, mais ça reste entre guillemets pour moi complexe. Et une petite anecdote, on a un studio chez Sogeti à Paris qui est composé de personnes qui font de la recherche sur du machine learning et qui ont des TensorFlow et qui m'ont demandé comment faire pour pouvoir entraîner ces modèles de machine learning de manière scalable et répétable. Du coup, je me suis un petit peu intéressé et en fait, vous voyez que quand vous faites du machine learning, on a besoin de beaucoup de DevOps, entre guillemets, et on a besoin de beaucoup de choses qui sont autour du code de machine learning. Donc ça, c'est tiré d'un white paper qui s'appelle Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems, et vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Quand on fait du machine learning aussi, on a pas mal d'interactions avec des people. On doit prendre des données, les organiser, créer le modèle, l'entraîner et le déployer pour pouvoir justement répondre à des problématiques. Quand j'envoie une image par exemple, est-ce que c'est un chat, un chien, tout ça, ça se fait via des API. Et enfin, il faut les monitorer comme tout process DevOps pour savoir si l'API répond bien ou ne répond pas. Si l'API ne répond plus, il faut la redémarrer. Et vous voyez que ça fait intervenir pas mal de personnes, donc des data engineers, des data scientists et des data analysts, et aussi des personnes qui maintiennent, qui opèrent tous ces modèles de machine learning. Voilà à peu près le cycle de vie du machine learning quand on fait du code. On a, comme je vous ai dit, donc toute la data ingestion, data validation, le data transformation. Ensuite, on l'entraîne, on crée un modèle, on le valide. Et une fois que ce modèle est entraîné sur mon poste, comme tout développement, on doit l'entraîner à l'échelle. Ça veut dire l'entraîner sur plusieurs milliers de datasets, le mettre à jour et le mettre en place pour les utilisateurs finaux et le monitorer et le loguer. Alors on s'est dit, pourquoi pas utiliser des Docker comme image, donc avoir un modèle de machine learning entraîné dans Docker et le déployer sur un cluster cube pour pouvoir l'intégrer et l'opérer. Et c'est là où arrive Kubeflow. Moi, je suis pas, data scientist. Par contre, je connais Kubernetes. Et je me suis dit comment on peut faire pour entraîner du machine learning at scale avec des GPU computing et d'une manière distribuée. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Et donc Kubeflow, c'est un petit projet qui m'a intéressé, qui est vraiment en version 0.3, il me semble, aujourd'hui, qui a le mérite d'exister et qui est quand même pas mal. Alors je suis désolé, ça prend énormément de temps à déployer des choses. Je ne peux pas faire de live démo, donc j'ai fait beaucoup de copier-coller de tout ce que j'ai fait sur les slides et vous verrez au fur et à mesure. Alors voilà, comme j'ai dit, Kubeflow, c'est un projet qui est dédié à faire le déploiement de machine learning qui est assez simple, portable et scalable. Ce qui va se faire, c'est qu'il ne va pas se créer de nouveaux services. Il va essayer de leverager sur Kubernetes et d'utiliser tous les objets et faire de Kubernetes le first class citizen du machine learning. Du coup, on va utiliser donc tout ce qui est dans Kubernetes, donc des persistences volume claim, donc pour le stockage, les pods, la notion de pods aussi, les labels pour envoyer les pods sur les différentes nœuds qui ont des GPU computing, le load balancing, les manifestes pour déployer, donc faire des déploiements. Et surtout, on va créer ce qu'on appelle des Custom Resource Definition. Le Custom Resource Definition, en très gros, c'est juste étendre l'API de Kubernetes et créer des nouveaux kind, si vous faites du Kubernetes, pour pouvoir le manipuler assez simplement. C'est basé sur plusieurs composants qui existent déjà. Donc c'est basé sur Jupyter Hub pour ceux qui font de la data science. C'est un peu des notebooks Python où vous pouvez écrire du code, tester, valider vos hypothèses et justement voir que ça fonctionne. C'est basé sur Katib. Alors j'ai appris ça en préparant le talk, c'est ce qu'on appelle des hyperparamètres. Les hyperparamètres, ça va être vu tout à l'heure, c'est en fait des paramètres qu'on peut
injectés en avance de phase, donc on peut modifier pour modifier les hypothèses d'entraînement du machine learning et donc avoir des modèles qui sont un peu différents, voir le pourcentage de taux de réussite du machine learning. On va faire les performance volume claim avec des Kubernetes volume controller. Et Kubeflow, c'est basé sur des opérateurs de machine learning qui ne sont pas que TensorFlow, mais il y a aussi PyTorch, Caffe2, etc., etc. Il y a aussi Seldon, qui est un projet qui permet justement de servir ces projets une fois entraînés, ces modèles de machine learning entraînés dans les Docker sur Kubernetes. Argo, qui est un projet de workflow de data. Pachyderm, qui est vraiment donc du data pipeline, et Tensor2Tensor, qui est une librairie de TensorFlow. Maintenant, on va dire comment on déploie Kubeflow sur un environnement Kubernetes. On va se servir de Ksonnet, qui est en fait un surprojet par-dessus les manifestes de Kubernetes, qui permettent un peu de composer les environnements comme on veut. C'est écrit en JSON. Et en fait, on va taper des lignes de commande et on va dire, bah, créez-moi un environnement, je sais pas moi, dev, un environnement staging, un environnement production, avec quelques petits paramètres qui changent et qui vont derrière générer les manifestes pour pouvoir déployer ça directement sur ce soit en local ou sur du cloud. Et voilà, ça ressemble un petit peu à ça, un schéma un petit peu grossier. Donc on a différents composants, donc TF Serving, TF Jobs, Seldon, qu'on va composer avec Ksonnet, et on va les générer, ouais, sur de l'on-prem ou sur du cloud. Et donc du coup, on va avoir des manifestes qui vont très peu changer, mais qu'on va pouvoir déployer sur différents environnements. Alors à quoi ça ressemble? Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du code. Donc on va créer un nouveau namespace dans Kubernetes et on va faire un KS init. Donc le KS init, ça va créer la structure de notre projet Ksonnet. On va lui définir le namespace dans lequel on veut travailler. Et ensuite, on va lui rajouter donc une registrie qui est là, Kubeflow. On va ensuite lui installer tous les composants de base. Donc là, j'installe le core system et le TF serving pour pouvoir justement mettre en place le modèle de machine learning. Et enfin, on va générer les manifestes. Et on va juste lui dire, ben voilà, moi je vais déployer ça sur AKS. Donc AKS, c'est le Kubernetes Manager d'Azure. Et quand tu vas le déployer, tu vas modifier les paramètres pour ajuster au mieux par rapport à AKS. Et enfin, on va l'appliquer. Donc là, c'est l'environnement default. On va lui dire, déploie-moi le composant Kubeflow Core sur l'environnement default. Et donc, on aura déployé un certain nombre de paquets. Alors, j'ai quelques commandes. Voilà comment ça fonctionne. En fait, on va déployer pas mal de choses, donc qui sont des objets Kubernetes de base. Donc, on aura des config maps, des services, des cluster run binding, des rôles, des service accounts, etc., etc. Donc, Ksonnet se charge de tout ça. Et vous allez voir que si vous changez des param et vous faites un reapply de votre environnement, lui va se charger de redéployer tous les manifestes pour garantir que ce qu'on a changé est reflété sur l'environnement. Donc du coup, on se retrouve avec un certain nombre de pods qui tournent sur notre cluster Kubernetes. Donc les trois premiers, ce sont des ambassadeurs. C'est basé sur les proxy envoy pour ceux qui connaissent. Et ce sont eux qui vont garantir que on va pouvoir mettre en place des ingress de manière simple et automatique. Grosso modo, au lieu d'avoir un ingress pour chaque service déployé sur Kubernetes, on va avoir un ambassadeur qui va être exposé sur Internet, et par rapport à l'URL qu'on va lui mettre, l'ambassadeur, lui, va rerouter vers le bon service. Ensuite, on va avoir le central dashboard qu'on va voir tout à l'heure, qui va regrouper un petit peu tous les dashboards. Et le plus important, c'est le TF Hub et le TF Job Operator. Alors, le TF Hub, c'est juste Jupyter Hub qui va être déployé. On va avoir une première page, je vous montrerai ça aussi tout à l'heure, où on va pouvoir se connecter et lancer des notebooks. Et enfin, le TF Job Operator, lui, va garantir que tous les TF Jobs qu'on va envoyer, donc tous les jobs d'entraînement de machine learning, vont être déployés et pilotables automatiquement. Alors, je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de tout le process pour entraîner du machine learning et le mettre en place pour les utilisateurs finaux. Mais la première étape, c'est expérimenter.
Et pour expérimenter, on va utiliser Jupyter Hub, qui en fait est, entre guillemets, ce qui devient la plateforme générale d'entraînement de code Python et de machine learning de base. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. J'ai une toute petite démo là-dessus. Vous allez voir que c'est ultra sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être mettre en plein écran. Mais Jupyter Hub, voilà, on est connecté. Et vous voyez que j'ai quatre Jupyter Notebook, dont un, j'en suis très fier. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas du tout data scientist, et j'ai vérifié que mon TensorFlow fonctionne. Je peux le rejouer, il n'y a pas de souci. Voilà, si je rejoue le nport TensorFlow et print TensorFlow, j'ai bien la bonne version de la 1.8.0. Et ça tourne sur mon cluster Kubernetes, dans des containers Docker, de manière répétable. J'en ai un petit deuxième qui est un peu plus simple, qui est un peu plus sympa, voilà, je vous ai dit, le principe c'est d'entraîner de faire des expérimentations et de voir si nos modèles fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Alors là, c'est pas un modèle de machine learning parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un modèle de régression linéaire, et évidemment ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas fait l'export. Voilà, donc là on va l'entraîner sur les datas, on va lui dire graphe-moi tout ce que je t'ai mis, crée-moi un modèle linéaire, initialise des variables, et ici fait l'enregistrement, fait l'entraînement. Et vous voyez que au fur et à mesure, là, ça tourne, je fais l'entraînement du modèle TensorFlow. Tout ça, ça tourne dans un container Docker sur un cluster cube. Et vous voyez que j'ai mon super graphe de points qui fonctionne. Donc là, on a expérimenté, on a vu qu'on a à peu près un modèle qui fonctionne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de l'entraîner de manière scalable et répétée. Donc j'ai mon modèle qui fonctionne, j'ai mon code Python qui fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner et le mettre dans une image Docker pour pouvoir le déployer sur un Kubernetes et lancer l'entraînement. Comme je vous ai dit, Kubeflow crée un nouveau kind qui s'appelle le tfjob, on va pouvoir facilement, via un manifeste YAML, prendre ce container Docker qu'on a fabriqué avec notre modèle de machine learning et l'envoyer sur le cluster cube pour l'entraîner. Et en fait, ça ressemble un petit peu à ça. Donc on a je ne sais pas si ça fonctionne le pointeur, voilà. On a le kind tfjob ici qui a été créé. Et ici, on va spécifier un certain nombre de choses, je reviendrai à ça tout à l'heure. Et on va prendre notre image. Donc là, pour le coup, j'ai pris le MNIST en GPU. Et on va lui dire, par exemple, entraîne-moi ça avec des GPU. Et on va le déployer ensuite sur Kubernetes. Donc on va créer notre tfjobs. On va avoir un nouveau kind qui a été créé, qui s'appelle tfjob, donc le Kubeflow GPU. Et on va avoir un nouveau pod qui, lui, va tourner sur Kubernetes et qui va faire l'entraînement du modèle de machine learning. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des logs et on voit que notre modèle il s'entraîne avec les entropies, les accuracies. Et vous voyez qu'à la fin, on a le final test accuracy qui est 88,4%. Donc ça fonctionne pas mal. On a une manière répétable et scalable, enfin répétable en tout cas, de déployer des modèles qu'on a d'abord expérimentés sur Jupyter Hub, qu'on a packagé avec Docker et ensuite qu'on envoie sur Kubernetes et qu'on va pouvoir rejouer un certain nombre de fois. Alors vous allez me dire, c'est super, mais est-ce qu'on peut récupérer notre modèle entraîné et le redéployer autre part? Malheureusement, non. Pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on va faire du Kubernetes Volume Claim, qui, lui, est basé sur les persistances volume claim du Kubernetes. Donc c'est juste du stateful. On va écrire ça dans des objets blob storage, par exemple. On va récupérer après notre modèle machine learning. Et du coup, ça se traduit comment? Ici, on ne change rien, c'est toujours le même. Par contre, on va rajouter un volume mount qui est un objet Kubernetes de base. Et on va lui dire tout ce que tu écris dans TMP TensorFlow, tu vas l'écrire dans là pour le coup, Azure File. Comme ça, on va pouvoir le récupérer. Donc ça veut dire que si le container Docker s'arrête, on a notre modèle entraîné, ou en tout cas ce qu'on a entraîné du modèle, et on va pouvoir le récupérer. Voilà, donc on a expérimenté avec Jupyter Hub. On a entraîné notre modèle sur un pod, mais on veut faire de l'entraînement distribué pour pouvoir, grosso modo, dire voilà, j'ai besoin de scaler parce que j'ai besoin de beaucoup plus de puissance qu'un seul pod qui tourne sur un seul nœud, qui est potentiellement un nœud qui est tout petit sans GPU. Et on va devoir le mettre at scale pour pouvoir vraiment utiliser toute la puissance du cluster.
Alors il faut savoir que dans TensorFlow, l'entraînement distribué, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il faut mettre des VM en place, des fois avec du GPU computing. Il faut mettre du réseau. Pour ceux qui sont en entreprise, bah, vous savez que faire parler de deux machines entre elles, ça a l'air simple, mais en fait, bah, il y a des ouvertures de firewall, il y a deux équipes qui se parlent pas. C'est extrêmement compliqué, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faudra uploader le code TensorFlow sur chacune des machines. Il faudra modifier le modèle, donc un petit peu le code pour dire, bah voilà, mon cluster de machines, c'est deux machines worker, deux machines de parameter serveur. Donc là, ça, il faut refuser ça dans mon code. Et il faut faire beaucoup d'autres choses. Hein, voilà, il faut séparer dans toutes les opérations à travers les différentes machines virtuelles, etc. Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, ça peut prendre une journée ou deux, c'est pas super lent. Il faut aller sur chacune des machines pour démarrer chacun des entraînements avec chacun des paramètres. Donc là, je vous ai mis les deux premiers paramètres serveurs. Et il faut bien prendre en compte que il faut faire la même chose sur les workers 1 et les workers 2. Si vous avez 2 workers, ça va être assez simple. Si vous en avez 100, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien avec ce nouveau paramètre de type kind tfjobs, on a plein d'objets qui vont avec. Je ne vais pas revenir dessus, mais grosso modo, on a des réplica sets spec qui vont définir toute la topologie qu'on veut mettre en place, donc le nombre de masters, le nombre de workers et le nombre de paramètres serveurs. Ce qui fait que, si je reprends mon manifeste de déclaration de tfjob, on a voilà, le nombre de masters, le nombre de workers et le nombre de EPS avec des réplicas. Donc là, je dis que je veux un master, 2 workers et un paramètre serveur. Ce qui fait que automatiquement, Kubeflow va, lors de la création des pods, injecter dynamiquement toute la distribution, le reflet de la topologie que j'ai mis en place sur chacun des pods. Donc ça veut dire que tous mes pods sont prêts à parler entre eux. Et du coup, j'ai juste à modifier un petit peu le code en disant, voilà, get-moi la variable qui s'appelle tfconfig qui reflète toute ma topologie. Fais-moi quelques trucs pour en fait dire, voilà, j'ai envie de faire l'entraînement distribué. Et voilà ma spécificité de cluster. Et ensuite voilà, tu me fais parler les serveurs entre eux et tu m'entraînes mon modèle. Ce qui fait que quand on va déployer les pods, vous allez déployer toute la topologie de serveurs. Donc là, c'est vraiment 4 pods qui sont scalés sur des nœuds différents et qui se parlent entre eux. Et vous allez voir que si on reprend les logs, chacun des pods se parle soit en local pour le master, soit se parle avec, il envoie les jobs au paramètre serveur, soit au niveau du worker en gRPC, et vous allez faire un entraînement beaucoup plus efficace sur plusieurs pods. Vous allez voir que c'est vachement pratique. Donc on est content, on a notre phase d'expérimentation, on a notre phase d'entraînement one-shot sur notre image Docker. On a notre entraînement qui est vachement plus simplifié au niveau de l'entraînement at scale. Donc on va pouvoir spreader ça sur tous les nœuds du cluster. Par contre, quand on entraîne un modèle de TensorFlow, je vous ai parlé des hyperparamètres. Donc les hyperparamètres, ce sont des paramètres d'entrée sur les premières couches de réseau de neurones qui, si on les modifie un petit peu, vont changer les poids globaux de tous les nœuds, de toutes les couches sous-jacentes, et donc avoir un nouveau modèle de machine learning qui sera peut-être plus efficace ou moins efficace. Et donc ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Helm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Helm, c'est grosso modo un peu le packet manager de Kubernetes. On va lui injecter des valeurs via un fichier encore YAML. Ici, on va lui dire, voilà, tu m'entraînes, tu me fais des learning rates en 0.001, 0.01 et en 0.1. Et là, tu mets 5 couches, 6 couches et 7 couches. Et en fait, il va prendre la matrice de ces paramètres et il va lancer autant de tfjobs qu'il y a de paramètres. Ce qui fait que là, au global, on va avoir 9 tfjobs qui vont être générés, donc 9 modèles générés avec chacun des accuracies différents. Et on va essayer de prendre le meilleur modèle qui correspond à la meilleure accuracy. Dans le Helm chart, donc le Helm chart, c'est uniquement un templating YAML. On va dire, s'il existe des paramètres, tu vas m'injecter ça, la configuration à chaud. Et en fait, ici, on va récupérer le learning rate, donc, qui était juste ici. On va récupérer le hidden layer, donc, qui était juste là.
Et on va lui dire, pour chacun des learning rates et des nombres de layers, bah, tu vas me créer autant de TF jobs qu'il y a de paramètres. Donc là, on va vraiment faire la matrice. Et ici, on va lui mettre, quand on va lancer la commande de Docker, on va lui dire, bah, tu me prends comme learning rate le premier que tu m'as pris, le nombre de couches cachées que tu m'as pris, etc., etc. Et enfin, évidemment, on peut lui dire, si tu dois utiliser du GPU, bah, tu me rajoutes ce petit ressource limite GPU égale 1, comme ça, on va pouvoir entraîner sur les GPU computing. Donc vous voyez que pour entraîner un modèle de machine learning avec différentes hypothèses, différentes hyperparamètres, ça devient, entre guillemets, beaucoup plus simple. On va juste rajouter un champ dans le YAML et tout ça, ça sera fait automatiquement, ça sera distribué sur tout le cluster Kubernetes. Ce qui fait que bah, voilà, on a évidemment notre matrice de 9 pods qui tournent et qui s'entraînent au fur et à mesure. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ça évite bah, d'avoir des clusters qui sont mal configurés, qui ont des problématiques, etc. La dernière étape, c'est évidemment de mettre en place bah voilà, notre modèle de machine learning qui a été distribué, qui a été entraîné. Il va falloir le donner aux utilisateurs finaux, comme sur Facebook, les API de face recognition, par exemple. Il va falloir le mettre en place. Et du coup, bah, on va mettre en place ce qu'on appelle le TF serving ici. C'est juste un composant en plus, donc on va juste modifier. Alors, dans le tout premier que je vous ai montré, il était déjà, mais imaginons qu'il n'y était pas. On va modifier, rajouter le package TF serving. On va lui générer le modèle, enfin le composant de TF serving, et on va juste l'appliquer sur notre cluster. Donc on va avoir un nouveau composant qui va être déployé qui s'appelle TF serving. Et ensuite, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va récupérer ici l'IP du host qui fait le serving, donc qui a mis en place le modèle qu'on a entraîné. Et enfin, on va, par exemple ici, faire appel au mnist client en lui passant une image qui est un set. Alors pour ceux qui ne font pas du machine learning, j'ai oublié de préciser que le mnist, c'est un petit peu la database de référence pour entraîner des modèles de reconnaissance d'images. C'est en fait 600 000, c'est un dataset de 600 000 images qui sont des images écrites à la main de chiffres, donc de 1 à 9. Voilà, donc du coup, on va pouvoir non seulement l'entraîner, mais ensuite le tester et savoir si ça fonctionne. Et une fois qu'on a récupéré l'adresse IP du modèle qu'on a mis en place, on va faire appel au client mnist avec le numéro 7. Et bah, vous voyez que, bon, ça on s'en fiche un petit peu, mais vous voyez que ça va être appelé, on va avoir les outputs. Et surtout, bah, du coup, on va voir que le mnist il va nous reproduire un set. Il va nous dire, bah, voilà ce que je vois, bah, moi je vois un set. Et donc on a vraiment un modèle de machine learning qui est mis en place. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce qu'il fait un peu chaud et j'ai soif. Alors voilà, donc si on revient un petit peu sur un peu toutes les phases qu'on a mis en place, on a expérimenté avec JupyterHub, on a entraîné le modèle de manière facile, pas sur mon poste parce que mon Mac il n'est pas assez puissant, mais sur un cluster Kubernetes avec des gros nœuds, ça peut être assez facile. On l'a fait de manière distribuée très rapidement. On a changé les hypothèses de base pour savoir si notre si notre modèle de machine learning était beaucoup plus pertinent à la fin. On l'a mis à disposition des utilisateurs finaux. Et maintenant, il faut garantir que ces utilisateurs finaux puissent continuer à aller le taper et avoir des résultats des réponses. Et donc, du coup, on va tomber dans l'opération. Et dans l'opération, il y a pas mal de choses. Comment on fait du rollout, donc comment on passe d'une version 1 à une version 2, comment on fait du monitoring, comment on fait de l'A/B testing, comment on peut faire du canary release. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Istio, donc qui est indépendant de Kubeflow, mais qui va s'intégrer pareil sur Kubernetes. Alors si vous étiez sur le talk juste avant de David Gageot qui présentait Istio, ça permet pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça ferait l'objet d'un autre talk. Mais grosso modo, on peut faire tout ce qui est marqué ici, donc la gestion de quotas, l'autorisation par rapport au serving du machine learning, etc. Et grosso modo, c'est aussi simple que changer pardon.
Alors, on va l'installer sur notre cluster de Kubernetes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore packagé avec Sonnet automatiquement, donc on doit le déployer à la main. Mais une fois que c'est déployé, on va juste lui dire, bah voilà, on a une version 2 de notre modèle de machine learning et on aimerait bien la déployer, le mettre en place. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les paramètres du modèle component, on va updater l'environnement et on va le réappliquer. Par contre, on a deux modèles ici qui se parlent. On a un modèle V1 et un modèle V2. Donc, il va falloir qu'on change les règles ou qu'on fasse peut-être du canary release, de l'A/B testing, ou voir si le modèle se comporte bien. Dans Istio, même principe, on a surchargé, on a créé des custom resource definition qui s'appellent les route rules, et on va lui dire, ben voilà, tout le trafic que tu interceptes, tu vas me le mettre à 95% sur la V1 de mon modèle de machine learning et 5% sur la V2 de mon modèle de machine learning. Et du coup, Istio va lui garantir que 95% des requêtes HTTP partent sur le modèle V1 et 5% sur le modèle V2. Et quand on va monitorer les appels de nos modèles, on va pouvoir voir si oui ou non le modèle se comporte mieux, se comporte moins bien, et tester nos hypothèses. Et justement, pour voir si ce modèle se comporte bien, on va devoir faire du monitoring. Donc, ça supporte Stackdriver, mais juste sur GKE, donc Google Kubernetes Engine, pour l'instant. Ça supporte aussi Prometheus. Et c'est super intéressant avec Prometheus, puisqu'on aura des dashboards Grafana qui ressemblent un peu à ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous aurez donc ici un modèle qui s'appelle Inception. Donc c'est pareil, c'est un modèle de reconnaissance d'image. Et Inception V2, et vous aurez le nombre de requêtes par source sur chacun des deux modèles, le success rate, donc si c'est à 100%, si c'est moins, etc. Les response time, si par exemple notre modèle est beaucoup plus lent à répondre, on va peut-être l'optimiser avant de l'ouvrir au grand public. Et pas mal de choses avec les réponses. Donc vous voyez qu'on a des outils qui s'intègrent quand même vachement bien sur l'opération globale du machine learning. Et ça change plutôt de tout ce qui est Nagios et compagnie. Alors j'ai fini avec un petit peu d'avance. En conclusion, Kubeflow, moi je trouve ça pas mal pour tout ce qui est déploiement, entraînement de modèles de machine learning à l'échelle et surtout les opérations, donc garantir que le modèle fonctionne bien. C'est un projet qui est encore très très jeune puisqu'il est en V03 aujourd'hui, mais on target d'ici la 1.0, d'ici la fin de l'année. Il y a c'était une liste non exhaustive que je vous ai montré de projets qui s'intègrent aujourd'hui avec Kubeflow. C'est amené à évoluer, donc on aura peut-être des choses beaucoup plus complexes dans l'avenir. Et en tout cas, voilà, avec le machine learning et en tout cas TensorFlow et Kubernetes, on arrête de se poser des questions sur comment j'opère mon cluster, comment je mets en place des infrastructures, comment je me garantis que ça fonctionne bien, ça discute bien. Et en fait, je peux me focuser beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement sur apporter de la valeur ajoutée à mes utilisateurs finaux, qui est un petit peu le but de tout développeur. Hein. C'est pas de faire du développement pour faire du développement, c'est vraiment apporter de la valeur ajoutée très rapidement. Et je trouve que ces deux produits-là ensemble forment vraiment un couple super intéressant. Merci pour d'être venus déjà aussi nombreux. Je ne pensais pas que la salle serait aussi pleine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, levez la main. Ouais. J'en profite pour boire.